Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on sait l'importance des rôles modèles pour attirer les filles vers les études scientifiques et pour jouer ce rôle inutile d'avoir un prix Nobel. Toutes les femmes de science sont des rôles modèles en puissance. 48 d'entre elles témoignent dans un livre qui vient de sortir. Parmi elles, Muriel Thomasset, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale. Thème de la semaine, le corps humain. Question du jour, le cerveau représente 2% de notre poids, mais quelle énergie totale du corps consomme-t-il ? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Nicolas Gutiérrez. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris, sujet des années collège aujourd'hui, le pavillon pirate du manga One Piece. Il est devenu un signe de ralliement de la jeunesse révoltée dans le monde entier. Amélie vous dira pourquoi. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Les chiffres sont têtus, malgré 15 ans de mobilisation générale pour attirer plus de filles vers les études et les carrières scientifiques. Les obstacles persistent à tous les niveaux. Muriel Thomasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en optique, ingénieur au Centre de nanosciences et de nanotechnologie de l'Université Paris-Saclay et membre actif depuis longtemps, alors j'ai dit 15 ans, c'est même 20 ans d'ailleurs, de Femmes et Sciences. Et on retrouve votre témoignage dans « Les filles sont parfaites pour les sciences », 48 portraits de femmes, livre qui vient de sortir. C'est une coédition MKF, CNRS et Femmes et Sciences. Pour commencer, simplement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager sur ce terrain de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les métiers scientifiques ? Parce que on n'est pas nombreuses. Moi, je suis ingénieure en optique et au CNRS, les ingénieurs qui font de l'instrumentation scientifique et du développement instrumental, eh bien, nous sommes 12% de femmes. Donc, ça donnait envie d'essayer de donner un petit coup de pouce et de réveiller un peu les filles dans les lycées et les collèges. Il y a 20 ans, qu'est-ce qui fait, quand vous repensez à votre propre parcours, qu'à un moment, vous prenez conscience de ce déséquilibre et que vous frappez à la porte de Femmes et Sciences, qui devait se créer à peu près à la même époque, d'ailleurs. Oui, alors, je n'ai pas pris conscience tout de suite, en fait. C'était vraiment pour expliquer aux lycéens, collégiennes, lycéennes et collégiennes, que si je l'avais fait, moi, si j'avais réussi à avoir un doctorat, c'est qu'elles pouvaient aussi réussir. Et c'est en me rendant compte, tout au long de sa carrière... Qu'est-ce qui rend vous, votre doctorat particulièrement Quand on dit qu'on fait un doctorat de physique fondamentale, généralement un dîner vaut mieux éviter, ça casse un peu l'ambiance. Donc c'est vrai qu'on est souvent un peu étiqueté. Alors moi je suis pas étiquetée comme Einstein ou ce genre de choses, mais on est étiqueté comme une fille sûrement pas rigolote. C'était pour essayer. Ce qui n'est pas le cas, vous connaissez plein d'histoires drôles. On va dire que oui. Donc en fait, c'était essayer de montrer qu'on peut être quelqu'un comme tout le monde et en faisant de la physique fondamentale. De très haut niveau et avec un système éducatif qui, pour vous, a joué un rôle absolument fondamental. Il y a aussi cette idée-là. Oui, c'est-à-dire que moi, mes parents n'ont pas fait de sciences, n'ont même pas un diplôme de CAP. Et c'est vrai que j'étais aussi là pour montrer que l'école, malgré tout ce qu'on peut dire, est quand même le meilleur ascenseur social que j'ai jamais connu. Et j'espère que c'est toujours le cas, en tout cas. Ils n'ont pas fait beaucoup d'études, ou pas d'études, vos parents, mais ils vous encourageaient à en faire. Oui. Vous avez aussi, j'imagine, dû croiser des enseignantes ou des enseignants qui, à un moment donné, vous ont dit « Muriel, on croit en toi » et croit en toi surtout. C'est vrai. Il y a mon professeur de sciences physiques en 5e, qui a contacté toujours mes un prof parents, quelque part. Et c'est un homme, c'est un professeur de sciences physiques. D'ailleurs, je n'ai eu que des professeurs. Comment il s'appelle, rendons hommage. C'était Monsieur Nénez. Monsieur Nénez. Voilà, si vous nous regardez. Voilà, je ne sais pas si il enseigne encore, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a fortement encouragée à continuer dans les sciences et j'ai eu de nouveau des professeurs à l'université qui m'ont encouragée vraiment vers aller vers. Et je vous ai coupé la parole et c'est lui qui appelle vos parents en disant la petite Muriel, il faut. C'est ça. Il faut croire en elle, il faut l'accompagner, il faut la pousser. Extraordinaire. Ça. Féminiser les sciences, on en parle depuis longtemps. Il y a des associations, à commencer par Femmes et Sciences, des journées de sensibilisation, des présences sur des salons, et pourtant les chiffres stagnent. Pourquoi, selon vous, ça ne décolle pas vraiment? Alors, je suis un peu malhonnête en disant ça, parce qu'il y a des choses qui bougent quand même. Disons que le verre est en train de se remplir, si on veut voir les choses de manière optimiste, mais il est quand même encore un peu plus qu'à moitié vide. C'est ça, oui. On va dire à moitié plein pour se donner un peu de courage. Mais c'est vrai que ça stagne et c'est même inquiétant. Avec toutes les bonnes volontés, tous les signaux positifs qu'on donne, c'est vrai que ça stagne. Je n'ose pas dire que ça régresse. Qu'est-ce qui se passe chez nos jeunes filles? À partir à l'école primaire, elles sont assez motivées. En début de collège, oui. Et à partir de la 4e, on les perd. Quand on va dans les collèges, on sent qu'à partir de la 4e, la 3e, on a du mal à les intéresser et à les orienter, à les encourager à aller vers ces filières. Mais est-ce que pendant
longtemps, en tout cas moi c'est le souvenir que j'en ai en tant que journaliste qui suit ces questions d'éducation depuis longtemps, en fait s'adresser ou être attentif aux élèves dès le primaire et le tout début du collège, c'était pas les politiques de communication sur les sciences, elles n'étaient pas ciblées à cet endroit-là. Beaucoup plus souvent, moi j'ai des souvenirs de journées à Louis-le-Grand pour les bonnes élèves de Terminal S en leur disant faites une prépa, ensuite pour les bonnes élèves de prépa de leur dire n'allez pas uniquement vers des filières où effectivement les femmes sont déjà très présentes, typiquement vous pouvez faire de la physique si vous avez envie. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où finalement on ne s'adressait pas au bon endroit? Sûrement, oui. Peut-être qu'on intervenait trop tard. Les choix étaient déjà faits. Et c'est vraiment une des actions de Femmes et Sciences, avec son groupe de travail vers les scolaires. C'est vraiment maintenant d'aller en primaire. Et j'ai même expérimenté la chose en maternelle, aller plus bas, et c'est vrai qu'elles ont moins de préjugés, de stéréotypes quand elles sont beaucoup plus jeunes. Alors je ne sais pas quoi aux toutes petites qu'il faut être scientifique. Ouais. Et ça doit être très abstrait pour elles. Comment vous vous avez été formée vous à la médiation ou à ces choses-là? Pas du tout, pas du tout. Avec les petits, ça a été vraiment l'expérience complète au départ. On passe vraiment une journée très chouette. Je suis venue avec des petites manips d'optique et en me disant mon Dieu, le laser ils vont le mettre dans l'eau, et non, ça s'est bien passé. Vous êtes carrément venu avec un laser? Oui, avec un laser, un stylo laser, voilà. Même si le collait dans l'œil, c'était pas très grave, mais voilà, on a fait des petites manips d'optique et j'étais très étonnée de leur autonomie sur des petites expériences d'optique. C'était une très bonne expérience. Dans votre quotidien de scientifique, ces biais, ces réflexes sexistes, même, je vais dire involontaires, si tant est qu'ils puissent être involontaires, mais enfin en tout cas même des choses qui ne sont pas forcément faites pour blesser, mais vous en êtes encore témoin, objet, victime? C'est quelque chose qui a bougé depuis 20 ans? Alors, témoin, oui, victime aussi. Maintenant, je ne connais pas une femme qui n'ait pas eu ce type d'expérience. Des exemples, je dirais, on appelle ça du bropropriatisme. Vous proposez une idée en réunion, personne ne bouge, et puis votre supérieur hiérarchique va la reformuler à la fin de la réunion. Alors vous êtes très contente, vous êtes flatté parce qu'il l'a reformulée, mais il oublie peut-être de dire à l'origine que c'était vous qui avez proposé l'idée. Ça, c'est vraiment très classique. Qui n'est pas une femme. Of course, bien sûr. Ça, je dirais que c'est le truc le plus classique que même mes collègues, c'est vraiment l'expérience la plus classique. Voilà. Il y a 48 portraits de femmes dans Les filles ne sont parfaites. Voilà, je me fais avoir. Les filles sont parfaites pour les sciences, mais vous voyez la couverture à l'image et vous comprenez pourquoi je me fais avoir. C'est parce qu'il y a un petit jeu graphique sur les filles ne sont pas faites pour, en remplaçant le S par un R, elles sont parfaites pour les sciences. J'imagine que vous l'avez lu, cet ouvrage. Il y a des portraits que vous êtes reconnus dans... Alors, il y a votre portrait, bien sûr, mais vous êtes reconnus dans certains portraits plus particulièrement. Ah oui, puis je les connais bien, puisque je fais partie de l'association Femmes et Sciences, et je m'occupe justement de gérer tous ces portraits, de pouvoir les prêter à un plus grand nombre de lycées, collèges, médiathèques, etc. Donc je les connais bien. Et oui, en relisant certains témoignages, oui, pour certaines, je me reconnais. D'autres, moins, parce que moi, je n'ai vraiment pas eu la vocation des sciences très tôt. Moi, j'ai vraiment procédé par élimination. J'étais pas très bonne en français et en philo. J'étais très bonne en maths et physique. Donc, c'est quand même une bonne façon vers les maths et la physique au départ. Ouais. Voilà. Et puis, après, on découvre. C'est vrai qu'à l'université, on redécouvre les sciences qui n'ont rien à voir avec ce qu'on découvre, ce qu'on apprend au lycée et au collège. On repart quasiment de l'addition pour construire des bases solides en sciences. Et à partir de la 4e ou de la 5e année, on a des bases tellement solides. Et là, on commence à se faire plaisir avec des notions vraiment très poussées. Et c'est vraiment un vrai plaisir. En tout cas, c'est un combat à tous les étages, parce qu'il faut le commencer en maternelle, vous venez de le souligner, ça continue. Mais alors, une fois dans la carrière, vous avez cité un exemple de propos sexistes, comportement sexiste dont vous pouvez être l'objet et la victime pendant certaines réunions. Mais il y a aussi quelque chose, quand on a des enfants, et ça, vous le rappelez, il y a des chapitres explicatifs, il n'y a pas que les portraits de femmes, c'est rappelé dans le bouquin. Il y a aussi le fait qu'un homme qui a beaucoup d'enfants, c'est plutôt un accélérateur de carrière. Une femme, c'est un ralentisseur de carrière. Oui, je crois qu'il y a plusieurs témoignages en fait de femmes dans le livre qui en parlent. Oui, ça c'est assez classique, mais je dirais que c'est même pas que dans les sciences. Je pense que c'est dans toutes les carrières. Je pense que la maternité est un moment de la vie où il n'y a pas égalité entre les femmes et les hommes, ça c'est clair, et que oui, 3 mois d'arrêt pour faire un bébé, c'est mal vu. Ça reste toujours le cas. Encore maintenant, j'ai encore eu des témoignages dans mon laboratoire.
Mais voilà, ce n'est pas que dans les sciences, à mon avis. Je pensais entre autres à l'exemple de Céline Decaux, elle est électrochimiste, responsable pédagogique et formatrice au CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Être une femme dans la recherche n'a jamais été simple pour moi. Dès le début de sa carrière, elle affronte des remarques sexistes, notamment lors de ses grossesses. Elle a 4 enfants et elle est devenue professeure associée d'électrochimie à Grenoble. Regardez, je vous montre l'intérieur du bouquin. C'est juste un exemple parmi d'autres. Ce qui est très chouette, c'est que vous avez choisi de faire un livre à la fois très... Ah bah tiens, ça c'est vous. On va le montrer. Mais ça vous permet de montrer la variété. Il y a eu un gros boulot avec le photographe quand même. Oui. Il vous a fait faire des mises en scène. Oui, oui. Il y a des chimistes de toutes les... Regardez-moi ça. Changer d'air. Hop, je vous le montre un petit peu de loin. Mais donc vous avez voulu en faire un objet très maniable, un objet de désir, j'allais dire aussi. Oui, bah ça c'est aussi la patte du photographe que moi, je connaissais avant puisqu'il était photographe du laboratoire où j'étais avant et je trouve qu'il a fait de très jolies photos et il a su se renouveler aussi au cours des sessions puisque donc ses portraits ont été faits en plusieurs étapes et il a vraiment très bien réussi et le choix des portraits a été très bien fait. Les filles sont parfaites pour les sciences. Il y a aussi des cartes blanches en intro d'Esther Duflo en conclusion de Valérie Masson-Delmotte, la célèbre climatologue du GIEC. 48 portraits de femmes et plein d'explications. On retrouve Muriel Thomasset, qui est une de ces femmes portraiturées dans le livre, mais également très active dans l'association Femmes et Sciences depuis longtemps. Mais on la retrouve juste après l'Anti-Sèche. On reste dans les sciences, mais on passe du côté de la bio. Le cerveau représente 2% de notre poids, mais quelle énergie totale du corps consomme-t-il? C'est la question du jour dans l'Anti-Sèche, consacrée depuis le début de la semaine au mystère du corps humain à l'occasion de la parution des 50 petits et grands mystères du corps humain chez Vuibert, sous la plume de Nicolas Gutiérrez. Nicolas, bonjour. Bonjour. Et puis à la plume, aux bandes dessinées, c'est Olivier Lascar. Vous êtes ancien chercheur vous-même en biologie cellulaire, journaliste scientifique. Alors, et auteur de ce livre, le cerveau, 2% de notre poids. Mais 20% de l'énergie consommée par le corps. 10 fois plus. Ouais. Waouh. C'est un goinfre énergétique, vous écrivez. C'est un vrai goinfre. C'est un vrai goinfre, c'est-à-dire par rapport à sa taille, qui est en vrai très petit par rapport au corps, ben, il consomme 1/5 de toute l'énergie qu'on consomme, tout ce qu'on mange, 1/5 va au cerveau. Directement. Ouais. Et alors, qu'on soit réveillé ou endormi. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est fascinant. En effet, on pourrait imaginer que c'est parce qu'on réfléchit beaucoup. Voilà, que ça fonctionne. Et donc, du coup, ça fonctionne, ça chauffe, etc. Et ça... Mais non. Quelqu'un qui est dans le coma, il consomme presque autant d'énergie de son cerveau que quelqu'un qui est en pleine réflexion. Ce qui est complètement dingue. Alors, de quoi dépend-il le cerveau? Qu'est-ce qu'il faut lui envoyer comme énergie? Mais déjà, en fait, pour ça... il faut comprendre à quoi sert le cerveau. Notre cerveau sert à répondre très rapidement à ce qui nous entoure, en grande partie. Par exemple, s'il y a le moindre danger ou quoi que ce soit, je dois pouvoir réagir dans l'immédiat, immédiatement. Sinon, en gros, s'il y a un tigre qui vient et je ne réagis pas assez vite, je me fais manger. Donc, c'est simple. Ceux qui survivent, c'est ceux qui réfléchissent vite. Et donc, c'est pour ça, en fait, pour pouvoir faire pour avoir ce rythme aussi rapide. Cette réactivité, vous dites, c'est comme un sprinter. Exactement, le cerveau doit être prêt tout le temps. Et c'est ça qui le fatigue, c'est ça qui consomme énormément d'énergie, c'est le fait d'être prêt tout le temps. Même quand il n'y a pas de tigre. Même quand il n'y a pas de tigre, parce qu'on ne sait jamais. Et on le nourrit avec quoi? Glucose, oxygène? C'est principalement du glucose que le cerveau mange, et après évidemment de l'oxygène, parce qu'on respire. Précisément, c'est les cellules qui respirent, en fait, c'est elles qui consomment cet oxygène pour créer de l'énergie. Et cette volonté, cette nécessité d'être prêt tout le temps, en fait, et il faut revenir du coup à comment fonctionne, comment se connecte le cerveau. Le cerveau, donc, c'est principalement des neurones, et ces neurones, elles se connectent par des synapses. Donc, elles envoient des neurotransmetteurs pour envoyer des messages d'un neurone à un autre. C'est ça. Sauf que, du coup, pour être prêt, pour pouvoir envoyer ces neurotransmetteurs de suite, ces neurotransmetteurs doivent être prêts. Donc, pour les préparer, on les met dans des petites vésicules, dans des petits sacs. Donc, tout est prêt. Imaginons que vous devez payer quelque chose à quelqu'un. Ah, c'est très agréable. Et cette personne, elle n'a pas le temps, elle doit passer très vite. Donc, vous préparez vos billets, vous avez à la main, comme ça, la personne prend, tac, de suite, elle part. Le cerveau doit faire la même chose. Mais donc, pour ça, elle remplit, du coup, ces petits sacs. Et elle est prête à les lâcher en permanence. C'est ça. Sauf que elle fuit. Ces sacs, ces vésicules, elles ne sont pas très efficaces, elles ne sont pas très imperméables, excusez-moi. Et ça fait que
on doit les remplir en permanence. En permanence. C'est le tonneau des Danaïdes, en fait. C'est les vésicules des Danaïdes que vous êtes en train de nous décrire. Et donc, du coup... Et c'est pour ça aussi, quand on manque de sucre, par exemple, on a un malaise, c'est parce qu'en fait, le cerveau comprend qu'il peut manquer d'énergie et il préfère switcher plutôt que de se mettre en danger, c'est ça? Exactement. Le syncope, par exemple, c'est parce que le cerveau, d'un moment, il voit qu'il n'y a pas assez d'oxygène, de glucose, etc. qui arrive. C'est le cœur, en fait, qui lui envoie un message en disant qu'il a du mal à pomper suffisamment de sang. Le cerveau repère le message, reconnaît ça, et du coup, il décide de faire coucher le corps en éteignant le cerveau. C'est comme un court-circuit. Pour que le sang puisse se rétablir et qu'il y ait suffisamment de sang qui arrive au cerveau. Des chiffres vertigineux que vous citez, on rappelle quand même que le cerveau, c'est 100 milliards de neurones. À peu près. Et 150 millions de synapses par millimètre cube de cortex. Donc imaginez la quantité d'énergie nécessaire pour préparer tous ces synapses tout le temps. C'est ça qui est complètement dingue. C'est ça qui mange énormément d'énergie. Bon, en tout cas, s'il est énergivore, c'est pas parce qu'on réfléchit trop, c'est parce qu'on est toujours prêt à réfléchir, c'est ça? Exactement. Bon, ça explique. On ne sait jamais, des fois ça peut servir. Voilà. Ou à l'inverse, si on est idiot, c'est pas qu'on manque d'énergie, c'est qu'on est idiot. Nicolas Gutiérrez, merci beaucoup. 50 petits et grands mystères du corps humain, ça vient de sortir chez Vuibert, avec les dessins d'Olivier Lascar. Et vous avez 50 questions comme celle-ci. Je vous en pose une nouvelle pour demain. Tiens, peut-on dire des spermatozoïdes qu'ils accélèrent l'évolution? Réponse demain avec Nicolas Gutiérrez. Pour l'instant, grand oral. La suite. Muriel Thomasé, invitée du Grand Oral de la quotidienne de School TV pour parler des filles et des sciences, sujet récurrent, on y revient régulièrement, inlassablement. Il y a un moment, vous en avez eu un peu marre, vous d'ailleurs, vous étiez désespéré dans votre il y a eu une petite période, militantisme. Oui, il y a eu une petite période. Qu'est-ce qui s'était passé? Des carrefours des métiers où j'arrivais pas à intéresser des jeunes filles. Vraiment, elles passaient devant les stands des femmes scientifiques sans s'arrêter. Ça a été un peu un moment difficile. Donc, oui, ça correspondait aussi à ma deuxième grossesse. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas un moment où on est le plus disponible. Donc, j'ai fait, une petite pause de quelques années, mais toujours à l'intérieur de mon laboratoire. Donc, toujours à essayer de faire pas de la discrimination positive, mais essayer d'encourager mes stagiaires jeunes filles à continuer leurs études dans les sciences. Voilà. Il y a un argument qui revient très fort chez un certain nombre de vos collègues dans le bouquin, mais dans d'autres témoignages aussi d'ailleurs, pour dire, voilà, on vit dans un monde de diversité, à commencer par le fait que plus de 50% de l'humanité est composée par des femmes, mais notamment dans le domaine scientifique, si on met des femmes dans des labos, dans des réunions, les choses se passent autrement. On fait de la meilleure science. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qu'il y a à l'appui de cette idée? Peut-être une façon de voir un petit peu différente, même si nos cerveaux sont équivalents et identiques. Il y a peut-être une sensibilité qui est un peu différente. Et oui, toutes les études montrent quand même que quand on a des équipes mixtes, même d'origine aussi de diplômes différents, l'équipe est plus performante et les idées plus enrichissantes. Oui, ça reste vrai et pas que pour les sciences. Ça pourrait être vrai aussi dans plein d'autres disciplines, en politique aussi, ce serait bien. Alors en politique, il y a eu des quotas par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez des quotas? Vous, des quotas les quotas, alors déjà le terme n'est pas joli, Paris-Saclay, mais je pense que c'est quand même il fallait quand même amorcer la pompe, et je pense que c'était un bon moyen de l'amorcer. Au début, c'est vrai que on est sollicité pour des jurys de thèse. À partir du moment où on a mis des quotas, oui, on a commencé à me contacter pour faire partie de jurys de thèse. Donc on ravale sa fierté et on y va quand même. On ravale sa fierté de se dire j'ai été uniquement parce que voilà. Oui, il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'au départ c'était ça. Et puis après, vous auriez aussi pu vous dire que ça arrive enfin, que de toute façon vous aviez le doctorat, le niveau amplement pour être dans un jury de thèse. Oui, mais nous les filles on raisonne pas. Oui, mais justement, mais je me permets en tant que les filles on raisonne pas. Une petite leçon de patriarcat pour qu'on y arrive à un moment donné, il faut que vous y mettiez du vôtre quand même. C'est ça. Donc bon, on y va au départ. Pensant que l'on faisait partie des quotas, et puis on se rend compte que finalement c'est pas tout. Voilà, la pompe est amorcée et après c'est ça, on qu'il y a est une contacté. logique de compétence qui est très profonde. Voilà. Ouais. Mais quand même, la coïncidence était peut-être fortuite ou pas, je ne sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des dispositifs, parmi les nombreux dispositifs que vous mettez en œuvre, ou vous observez à Femmes et Sciences qui vous méritent, de votre point de vue, d'être plus développés que d'autres pour réussir à attirer plus de filles vers les sciences? Tous les dispositifs sont bons à prendre parce qu'en fait, on n'est jamais sûr de ce qui va marcher quand on intervient dans un lycée ou dans un collège. Parfois, on a l'impression que ça n'a pas marché, la façon dont on a présenté les choses. On essaye de faire des quiz, on essaye de montrer des vidéos. On a l'impression que la classe ne réagit pas. Et puis, finalement, on reçoit des messages élogieux de la part des élèves. Donc, en fait, il faut faire feu de tout bois. Exactement ce que j'allais dire, feu à volonté. Feu à volonté. Oui, vous avez des images guerrières qui, normalement, sont plutôt attribuées aux hommes. Je remontre une autre photo pour que vous le voyez, parce qu'il y a cette question d'image. Alors, quand on parle des rôles modèles, c'est-à-dire des personnalités un petit peu exemplaires,
regarde des personnalités inspirantes, on pense souvent, alors il y en a quelques-unes dans le bouquin, puisque vous avez Esther Duflo, qui est très, très connue, puisqu'elle a gagné l'équivalent du prix Nobel en économie, Valérie Masson-Delmotte, etc. Mais sinon, un certain nombre de collègues à vous, qui ne sont pas spécialement des personnalités médiatiques. Et comme moi. Voilà, mais moi j'ai trouvé ça super de dire, finalement, c'est toute une collectivité qui porte ce message-là, et c'est pas juste 3 stars. C'est bien parce que... Même si c'est chouette que les stars soient là, mais... C'est très bien qu'il y ait des stars, mais c'est bien aussi qu'il y ait des monsieur, madame, enfin des madame tout le monde, pour montrer qu'on peut accéder aux sciences, même avec un niveau d'études, on peut faire des sciences à partir de Bac+2, Bac+3. Et il y a des exemples dans le livre qui montrent que il y a des techniciennes qui ont réussi, il y a des assistantes ingénieurs qui ont réussi, et puis après qui ont évolué. Donc on peut faire des sciences à n'importe quel niveau. Donc ça, c'était important de le dire, et le livre le montre bien, les choix des portraits qui ont été sélectionnés le montrent bien. Et de mon point de vue, du moins, c'est une des vertus, un des intérêts et une des réussites de ce livre. Imaginons une adolescente, on va prendre même une élève de primaire, puisqu'on se dit que c'est à ce moment-là que ça bouge beaucoup, qui aime les sciences. En tout cas, elle n'est pas mauvaise, mais elle doute d'y trouver sa place. Regardez, vous avez une caméra là, vous regardez la caméra, cet élève vous regarde, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire qu'il faut qu'elle croie en elle, qu'elle ne se censure pas, que l'autocensure n'existe pas, que c'est la société qui a décidé qu'elle n'était pas faite pour les sciences, et que si elle veut faire des sciences, il faut qu'elle fasse des sciences, qu'on ne peut pas se priver de la moitié des neurones de la planète. Et qu'elle en a plein des neurones, et je suis sûre qu'elle les cache pas parce qu'ils sont là, mais il faut qu'elle en prenne conscience. Et plein de neurones, et on vient de le voir dans cette chronique sur le fonctionnement du cerveau. Évidemment, j'ai oublié parce que c'était il y a 6 minutes et que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et ça, c'est vraiment un message extrêmement important qu'il faut continuer à porter. Les processus de recrutement, de promotion dans la recherche, dans l'entreprise aujourd'hui, ils sont quand même un peu plus neutres qu'avant. Je disais que le verre se remplit. Quand on regarde les chiffres, il y a plein de chiffres dans le bouquin, on se rend compte que le problème demeure, mais quand même, par rapport à il y a 20 ans, ça avance un peu. Ça avance, et puis je suis optimiste vers les futures générations. Je vois toutes les doctorants, je mets bien le masculin, qui arrivent dans mon laboratoire, ont quand même un esprit beaucoup plus ouvert que certains chercheurs qui sont en fin de carrière. Donc je pense que oui, les nouvelles générations qui arrivent sont plus conscients. Alors, j'ose pas dire le mot problème, pour l'instant ça ne l'est pas encore, mais c'est dommage quand même de perdre de la matière grise au prétexte qu'elle porte une jupe. Ou pas d'ailleurs. Excusez-moi, je me permets, il y a zéro obligation de porter la jupe quand on est une femme scientifique ou pas scientifique. Merci beaucoup Muriel Thomasset de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés. Elles sont astrophysiciennes, biologistes, mathématiciennes, climatologues, toutes passionnées, toutes audacieuses. Elles ont tracé leur chemin dans l'univers des sciences. 48 portraits de femmes scientifiques dans ce livre qui vient de sortir. C'est une coédition MKF, CNRS et de l'association Femmes et Sciences. Ça vient tout juste de sortir. Je vous remontre 1 ou 2 exemples. Tiens, voilà, ça, je ne vous ai pas montré. Je vous ai dit qu'il y a plein d'explications. Elles sont généralement brèves. Ça se lit très, très vite. Vous l'avez ciblé d'ailleurs pour un public particulier ? Plutôt collège Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il est utile à tous les niveaux. Alors, peut-être pas en primaire, mais je pense que oui, en début de collège, je trouve qu'il y a vraiment sa place en 6e et 5e. Eh bien, on va en parler avec notre prochaine intervenante, qui est Amélie Paris, qui est professeure documentaliste justement dans un collège. C'est le collège Maurice Utrillo à Paris, dans le 18e, en Ré+. Elle va nous rejoindre dans quelques secondes. Merci, vous restez avec nous alors. Avec plaisir. On va lui offrir le bouquin, et comme ça, elle l'offrira à ses élèves. C'est chouette, ça. Oui, c'est une bonne idée. Allez, les années collège. Amélie, bonjour. Bonjour. Cadeau après, mais ce sera le cadeau du bouquin auquel Muriel Thomasset a participé. Mais pour ces années collège, aujourd'hui, on va sortir un petit peu du collège et vous retrouver chroniqueuse de la jeunesse en général, jeunesse révoltée en particulier, mais dans le monde entier, de Jakarta au Maroc, en passant par le Népal, Madagascar, les Philippines, la France aussi. Il y a un pavillon qu'on retrouve dans plein de manifestations, dans plein de visuels, qui est devenu un signe de ralliement. C'est le pavillon pirate du manga One Piece. Mais oui. Alors que l'on défile contre la corruption dans son pays, contre le blocage autoritaire des réseaux sociaux, contre le ras-le-bol général face à un régime déconnecté, ou encore pour une réforme de l'école et du système de santé, eh bien on trouve le drapeau noir avec un crâne souriant et un chapeau de paille avec un ruban rouge, donc celui dit célèbre manga One Piece, que chacun agrémente de slogans locaux comme « La génération Z ne se taira pas » ou encore « Votre luxe, notre misère » chez les jeunes népalais. Alors ce drapeau est devenu un symbole d'espoir, de résistance et de ralliement,
pour toute une jeunesse à travers la planète. Et c'est pas tout à fait un hasard, puisque ce manga One Piece, il a une portée politique. Mais oui, éminemment politique. Le personnage passe son temps à voguer d'île en île à la recherche d'un trésor, mais aussi pour libérer des peuples opprimés. Alors dans One Piece, l'élite politique décrite est corrompue, elle manipule et censure les informations qui pourraient la mettre à mal. Heureusement, Luffy et son équipage sont là, entre rire et larmes, puisque le manga est également connu pour regorger d'émotions. Même quand on ne connaît pas l'univers du manga One Piece, on sait que ça existe. Mais oui, parce que c'est le manga le plus vendu au monde et le seul encore en activité à être plus vieux que la plupart de ses lecteurs, puisqu'il est né au Japon en 1997. C'est celui qu'on me réclame tous les jours au CDI. Ah, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas encore les filles sont parfaites pour les séances. Ça va, tout va changer. C'est celui qui s'est écoulé à plus de 500 millions d'exemplaires, tout homme confondu. Et c'est celui qui vient de sortir son 110e tome et qui, sans grande surprise, écrase tous ses concurrents, y compris La femme de ménage et Le secret des secrets, avec 30 000 ventes en France dès la première semaine. Ça a commencé comment? Alors, ça commence avec Ichiro Oda, qui tape dans l'œil de la rédaction d'un prestigieux magazine de manga. Il va leur soumettre une histoire de pirates. C'est un thème qui n'est pas très populaire dans le manga à l'époque, mais en quelques semaines, One Piece va devenir l'une des séries les plus adulées du magazine. Aujourd'hui, donc 28 ans plus tard, Oda est toujours aux commandes de ce qui est devenu un succès planétaire. À chaque parution, One Piece s'affiche en tête des discussions les plus suivies sur les réseaux sociaux. Les trentenaires donc l'ont découvert et continuent donc de le lire. Les plus jeunes le découvrent à la sortie de l'école primaire. Les ados l'adorent. Quant au drapeau, eh bien, il est devenu le symbole d'une jeunesse révoltée. Et pourtant, je me suis laissé dire que l'auteur a annoncé une mise en pause du titre. Et ça doit être une catastrophe, ça. Oui, les fans vont devoir patienter. Alors, on imagine évidemment que le rythme des créations d'un tel monument impose des pauses. Alors, cette annonce a pris tout le monde de court et le débat sur la conclusion de l'épopée pirate a ressurgi. Oda a annoncé plusieurs fois être entré dans la saga finale, mais la temporalité reste encore floue. Donc, il a laissé entendre que l'histoire pourrait encore s'étirer sur 5 à 7 ans. Ça va, il y a la marge. Oui. C'est une saga, c'est une coda lente. Ouais, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a bien en tête l'ultime image de son récit. Il aurait même dessiné mentalement la dernière case du manga. Wow. Donc cette affirmation, évidemment, fascine les fans et les paris vont bon train. Donc le drapeau de l'équipage, devenu l'emblème d'une jeunesse engagée, n'est pas prêt de retomber. Merci beaucoup, Amélie. Il y a la jeunesse engagée, il y a les femmes, les hommes aussi, pourquoi pas, qui s'engagent pour que les filles fassent plus de sciences. On parlait de ce livre avec Muriel Thomasset, les filles sont parfaites pour les sciences. Moi, je pense que, alors évidemment, mon exemplaire, il se trouve que je l'ai lu, j'ai pris des notes, je l'ai un peu grabouillé, mais c'est pas grave. On va le décorner. Et il va trouver une belle place dans le CDI du collège. Et alors, la prescription, c'est dès la 6e. Oui, parce qu'après, c'est trop tard. Oui. On est d'accord? Oui. Même avant, c'est bien, quoi. Mais bon, on peut pas... Le parcours à venir commence en 6e. Eh bien, parcours à venir. Spécial, Merci petit beaucoup. cadeau. Et vous pouvez évidemment le trouver et le lire. Et c'est une coédition MKF, CNRS Éditions et Association Femmes et Sciences. Merci beaucoup, Muriel, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci Amélie. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage. Marine Plantec à la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Romain Luc. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.